Bon, je vais pas être trop long. Il y a des choses qui ont été dites. C'est vachement intéressant d'ailleurs parce que ça me permet de rebondir et de faire ce que le réseau de crédit n'a dit surtout pas faire, c'est de modifier son discours par rapport à ce qui était prévu. Alors, je ne vais pas tout à fait le modifier, mais malgré tout, il y a une chose qui est importante, c'est que quand on dit, ben voilà, quel sera pour vous l'habitat de demain, en 2050, je suis incapable de vous dessiner l'habitat dans 5 à 10 ans. Ça va tellement vite. On a des mouvements en fait de courant à la fois de pensée et puis de génération qui tout d'un coup, parce qu'il y a une accélération, n'ont pas forcément ni les mêmes besoins, ni les mêmes envies, et ni les mêmes en fait désirs d'avenir. Et en fait, moi, ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est que c'est quand même commencer par une chose qui est importante, c'est que l'habitat, en fait, elle s'inscrit dans un fait urbain. C'est d'abord la ville, l'habitat est l'idée dans la ville. Et finalement, ce qui est important, c'est de savoir quelle ville on veut, quelle ville on rêve. Et si je vous dis, mais comment vous voyez la ville effectivement dans les prochaines années, eh ben, je pense que vous allez être très embêté et il y aura peut-être même une forme d'angoisse qui viendra à travers d'ailleurs tout ce qu'on a dit, entre deux formes en fait de vision de la vie. Oui, c'est la journée. Alors, en fait, la première vision, moi que je sais que je suis donc né dans les années 60, donc pour nous, quand on disait, ben, c'est quoi vous, la vie en l'an 2000, vous aviez, tout le monde avait un peu cette image. Alors moi j'avais mis l'image de Star Trek, c'est-à-dire des bonhommes qui se baladent finalement en collant et en pull moulant, et avec des couleurs d'ailleurs incertaines, dans un espace très plastique avec des écrans vidéo, en mangeant des petites pilules. Et ça c'était génial. Et nous, on avait cette aspiration, c'est-à-dire qu'on se disait, mais ça va être génial, on n'aura pas besoin finalement de grand-chose, tout est clean, tout est net, et on va vers ça. Pourquoi? Parce que l'avenir était devant nous. On n'avait pas de problème d'environnement, enfin l'environnement n'était pas un sujet dans les années 60-70, plutôt 70, plutôt 39, moi je l'ai vu qu'en 70. Et du coup, cette vision-là qu'on avait nous a beaucoup influencé en tant qu'après, justement, architecte qui mettait en œuvre des choses, qui avait encore cette vision un peu là. Il faut savoir que finalement, quand les enjeux environnementaux sont arrivés, aujourd'hui, mais quelle vision on peut avoir en fait de la ville? Je vais expliquer l'image qui devait suivre, qui était en fait, voilà, il y a deux solutions. Soit on a une vision qui est de l'ordre du collapsisme ou en tout cas du survivalisme en disant on est très mal et ça va aller très mal, et on a des visions, je ne sais pas si vous voyez des images du monde un peu en décrépitude, qui justement où plus rien n'est maintenu, plus rien n'est entretenu parce qu'on n'a plus finalement les ressources ont été épuisées et on est comme ça dans ce fatalisme qui fait que on a essayé de lutter puis on n'est pas arrivé et tout d'un coup on essaie de survivre. Voilà. Comme ça il y a les trois dans la même, c'est super. Donc vous voyez c'est l'image de gauche en bas qui montre que de toute façon voilà, si j'ai à me projeter dans les années 50, après j'ai cette vision là à gauche, qui n'est pas peut-être d'ailleurs un problème, qui peut être probable. Hein. Enfin, on voit bien quand Poutine commence à faire un peu son caprice, aujourd'hui, nous, on n'a plus d'approvisionnement, ni d'aluminium, ni de bois, ni de plastique, ni d'éléments, très rapidement. Hein. Donc on peut voir des conséquences extrêmement rapides qui peuvent aller jusqu'à ce déclin. Il y a une autre vision, en fait, qui est une vision, elle, beaucoup plus sur un mouvement, en fait, le mouvement transhumaniste, qui en fait reprend un peu ce qui a été dit par toutes les recherches sur la high-tech. Pourquoi? Parce que la high-tech, c'est une manière de résoudre des problèmes d'une grande angoisse, l'angoisse de la souffrance ou de la vieillesse. À partir de là, l'objectif, c'est de ne plus souffrir, de ne plus vieillir. Ce qui amène à travailler sur la génétique aussi. On élimine peut-être même ce qui... voilà, donc c'est des choses très bien, ça peut amener l'eugénisme aussi. Et c'est des mouvements qui vont aller très loin justement dans la prise en compte de ces angoisses et qui vont développer à partir d'algorithmes des éléments qui peuvent répondre aux questions sans prendre de risques. Et la question, c'est comment décider, comment prendre, en fait, qui prend d'abord la décision et comment, en fait, mettre en place des systèmes et des cadres, des procédures, des certifications, de labellisation pour éviter de sortir du cadre et dire j'ai rempli les cadres, donc je suis bon, donc j'ai fait ma part. Voilà. La question qu'on a se poser, c'est est-ce que finalement est-ce que j'entretiens le problème ou est-ce que je fais partie de la solution? C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'architecte, je me dis, mais quand je vais quand même concevoir quelque chose,
est-ce que je continue à entretenir le problème, y compris à aller sur des enjeux high-tech pour essayer de résoudre le problème, ou est-ce qu'au contraire, je suis parti de la solution pour essayer de trouver ce qui fait finalement une méthode de pensée qui va me permettre beaucoup plus circulaire, c'est-à-dire si je prends cet élément-là, comment dans le cercle de vie, dans cette pensée circulaire qui prend en compte pas mal d'éléments, je vais pouvoir me situer. Je dis ça parce que la deuxième partie qui a amené aussi la ville, notamment de justement de la high-tech et justement de la gestion informatisée de toutes ces villes, le problème c'est qu'à partir du moment où on va commencer à gérer tous les flux d'une ville et à optimiser pour éviter le moindre problème, effectivement on va déléguer en fait, cette gestion de la ville finalement à des systèmes et des personnes qu'on ne connaît pas forcément et qui vont avoir un impact énorme et potentiellement même des problèmes. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que tout d'un coup se pose la question de à qui, dans la deuxième vision, finalement, qui va maîtriser la capacité de mettre en place ces systèmes. On voit bien que Google, par exemple, a essayé à Toronto de mettre en place, répondre à l'appel d'offres pour faire un quartier entièrement conçu avec des algorithmes qui permet, tout un système technique, technologique, qui permet de créer un quartier avec une architecture en fait entièrement en fonction d'algorithmes et d'éléments et qui vont même jusqu'à chercher des habitants et leur répondre jusqu'au bout de la chaîne à tous leurs désirs et leurs besoins. Donc on voit bien que la gestion du désir et du besoin, qui est comblée déjà avant que la personne ait la capacité d'exprimer, est bien une traduction d'un vrai désir qui n'est pas d'une frustration. Pardon. Donc voilà, mais en revanche, il y a quand même dans cette question-là une autre possibilité quand même de vision qui est une vision alternative entre soit la décroissance, soit le survivalisme, soit justement cette high technologie qui va très très loin, qui est la capacité finalement à réenchanter la ville par des choses finalement extrêmement simples. C'est justement tous ces systèmes circulaires qui se mettent en place disant mais finalement la ville peut être aussi des territoires restreints dans lesquels on prend plaisir dans donc c'est ce qu'on appelle aussi la ville du quart d'heure, et on peut à la fois travailler, commercer, échanger, vivre, apprendre dans un système circulaire de polarité qui fait que à partir du moment où il y a plein de petites polarités qui peuvent se lier, on a du coup tout d'un coup on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on a et on retrouve du plaisir sur ces espaces interstitiels à faire en fait ce que les gens aujourd'hui recherchent, c'est la capacité à se reconnecter, à co-créer. Alors ça passe parfois sur du co-living, de la collaboration, du communautarisme et autres, attention au co, mais en tout cas le plaisir simple finalement de pouvoir en fait tout simplement faire la fête ensemble, échanger, sans qu'on soit justement sur des impositions technologiques ou en tout cas idéologiques peut-être trop marquées. Alors, il y a juste une phrase de Monique Eleb, qui est une sociologue, qui est dans la source d'ailleurs, qui dit « on est bien avec les autres quand on est bien seul ». Donc ça veut dire qu'effectivement, ce besoin d'être bien seul, il est là. Donc nous, quand on crée du logement, l'objectif c'est quand même de répondre à un vrai besoin sur l'habitant. Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est qu'on fait des tout petits logements avec des petits espaces, avec plus de parties communes, justement dans le cadre de moins d'empreintes, mais aussi d'être moins cher, et on finit par faire des petites gens. Et le problème, c'est que quand vous avez une personne qui vit avec son enfant dans un T2 et qui doit organiser l'anniversaire de son enfant, et qui est obligé d'aller chez McDonald's parce qu'il n'a pas de place dans son logement, on peut se poser des questions sur ce qu'on est en train de produire. Donc effectivement, la capacité de produire des espaces communautarisés est un élément qui est une vraie piste, parce qu'en fait, elle enrichit. Vous achetez un petit appartement, vous êtes riche d'un espace collaboratif. Donc c'est un souci à la fois qui est économique, mais qui est aussi joyeux, parce que du coup, vous avez par contre à mettre en place des systèmes qui vont être obligés de vous organiser avec les autres pour que ça marche. Et donc, c'est redonner la capacité de décision à des groupes qui s'organisent pour que ça marche. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. Mais c'est la vraie vie. Et ça évite que d'autres prennent la place pour l'organiser à votre place. Et notamment les systèmes informatiques, systèmes extrêmement bien faits, mais qui sont là finalement pour vous imposer des systèmes que vous n'avez pas forcément choisis. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la vision
recherché, qui est plus en fait la question de la coexistence par rapport en fait à la cohabitation. Cohabiter, on voit beaucoup de cohabitation. Et cohabiter, c'est habiter à côté. Voilà, à côté. Coexister, c'est j'existe parce que l'autre existe et il est différent de moi. Et je peux exister parce que l'autre est différent. Et tout d'un coup, on est dans ce lien qui parfois peut être tendu, peut être, en tout cas, voilà, mais il montre que j'existe. Donc, le vrai rapport, c'est la capacité à mettre de la bienveillance et du regard porté sur l'autre. Et quand on arrive à des systèmes, notamment ce qu'on appelle par exemple des oasis urbaines, c'est des lieux, justement, où on va chercher dans des secteurs à forte densité d'amener le côté paisible, alors, par le végétal, effectivement, mais par des organisations qui vont donner la possibilité aux gens de s'organiser pour créer en fait ce qu'ils ont envie de vivre et ce qu'ils ont envie de partager, en ayant toujours la capacité, malgré tout, de pouvoir être seul si j'ai envie d'être seul. Donc ces systèmes-là, alors effectivement, il y a beaucoup de végétal, mais attention d'ailleurs, dans les organisations qu'on commence à mettre beaucoup de nature, c'est qu'on amène justement la nature, la faune, la flore, et la nature est invasive. Et on a vu justement le fait d'avoir des urbains qui pour redécouvrir la nature ne la supportaient plus parce que ça met des abeilles, des guêpes, parfois voilà, plein de bestioles, parce que c'est la vraie vie. Et tout d'un coup, comment on crée une juste distance entre la nature rêvée, paisible, apaisante et qui est vraie, et puis la nature qui est invasive aussi. Et ça, c'est une chose qu'on découvre aussi. Donc ça veut dire que malgré tout, cette capacité à coexister, c'est la capacité en fait de nos relations bienveillantes qu'on met en place. Nous, en tant qu'architectes, tous les promoteurs, on est là pour créer des espaces capables. C'est-à-dire des espaces, à la rigueur, dans lesquels les gens vont faire, eux, leur vie à l'intérieur. C'est-à-dire donner des espaces dans lesquels peut-être qu'on va les accompagner pour qu'ils racontent leur histoire, mais c'est leur histoire. On ne doit pas leur imposer le jeu de boules ici, la toiture sur laquelle ils vont faire la fête. C'est eux qui doivent raconter. Donc on est créateur d'espaces capables pour que se développe effectivement la capacité tout simplement à faire la fête. Donc en fait, simplement en 2050, moi je ne rêve pas finalement d'être en pyjama, une couleur incertaine, dans un truc volant. Moi ce que j'ai envie, c'est tout d'un coup d'avoir... j'ai mis cette photo là parce que je trouve ça vraiment intéressant, c'est la capacité, c'est personne, mais on voit bien qu'en étant en rapport à l'extérieur, on a la capacité tout d'un coup de s'émouvoir, d'avoir du désir, du plaisir, et puis donc de l'émotion, tout en ayant encore quand même quelques livres, enfin des éléments qui nous rappellent notre culture, et de travailler sur une approche bioculturelle, c'est-à-dire une approche liée à ma culture, ce qui m'a fondé pour pouvoir avoir mes racines qui me permettent d'avoir la tête dans les étoiles. Et puis justement, c'est aussi, je rêve simplement de simplicité, de regard bienveillant international, mais des choses finalement extrêmement simples, où je choisis si j'ai envie d'aller vers la technologie que j'ai envie, mais pas qu'on me l'impose. Et donc, ça a une capacité à prendre des décisions seules, mais aussi en... Voilà, j'espère que j'ai pas tout dit.